Bonjour tout le monde. Mathieu, Éric, ceux qui n'avaient pas fait le lien encore. Donc, je suis co-actionnaire avec mon père de la ferme Roland Bisson et Fils. J'ai fini mes études en agronomie, mais je suis comme un gars de la financière. Je ne paye pas ma cotisation. Donc, je suis agriculteur. Grosso modo, la ferme, on a un quota de 135 kilos. On va tirer 80, 85, 90 vaches à l'année. Producteur porcin en essor-finisseur, 325 truies, puis 7500, 8000 cochons livrés à chaque année. 750 acres en moyenne culture. On ne se compare pas à Saint-Hyacinthe. Notre maïs est un petit peu plus petit. Puis, acériculture, 3500 entailles. Ça, c'est le jouet à mon père. Là, ce qu'on vous parle un peu, moi et Éric, aujourd'hui, dans le fond, c'est un peu l'interaction qu'on va avoir entre moi et lui au niveau du travail sur les marchés à terme. C'est comment que notre relation s'est développée, les erreurs que j'ai faites, puis tout le cheminement, comment on a réussi à bâtir un dossier qui nous permet vraiment de gérer nos risques. Un matin, Mme Desrosiers nous a présenté la gestion active. Quand elle nous a présenté cette conférence-là, on s'est reconnu un petit peu là-dedans. C'est vraiment ça qu'on fait au niveau de la gestion des risques, dans le fond. Ouais. Je vais te présenter pareil. Bon, je vais me présenter. Bonjour tout le monde, même s'il n'y a pas l'image qui vient avec. Comme Martin l'a dit, j'ai une formation en agroéconomie, diplômé de l'Université Laval. Je travaille dans le domaine... je travaille dans le domaine porcin depuis... j'étais à l'université, j'étais déjà dans le domaine, je le suis encore. Je travaillais à différents niveaux. Les marchés à terme, ce qu'on appelle les marchés à terme, c'est les marchés boursiers de Chicago, pour ceux qui sont moins familiers avec ça. Ça fait environ une dizaine d'années que je travaille avec ça. J'ai commencé dans les approvisionnements au niveau des achats de grains. Maintenant, je suis à me spécialiser plus en contrepartie, là, le terme anglais, le hedging, là, pour protéger les achats, les coûts d'achat, les ventes ou les ventes de porc, les ventes de grains avec le marché de Chicago. Et puis, depuis 2015, j'ai mis en ligne un site web, bidagri.com, où est-ce que je publie de l'information sur les marchés à terme, sur les stratégies dans le grain, la viande, et aussi, on ne peut pas parler de porc sans parler de devises, fait qu'un peu aussi de dollars canadiens là-dedans. Là. C'est ce à quoi que... Puis présentement, je travaille comme consultant, puis je suis à me spécialiser exclusivement. Je suis presque rendu là à travailler exclusivement dans la gestion des risques, au niveau de mon champ d'expertise. Le plan de la présentation. Le but de la présentation aujourd'hui, c'est pas de vous donner une formation sur les marchés à terme, évidemment. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails de ça, mais je pense que le but de la présentation aujourd'hui, c'est si on peut réussir à piquer votre curiosité assez pour que vous vouliez en savoir un peu plus en sortant d'ici. Je pense que ça va être mission accomplie pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vais faire une brève définition pour commencer. C'est quoi la contrepartie? Ensuite de ça, j'ai divisé ce que j'appelle la gestion du risque en étapes. Il y a 5 étapes distinctes. L'identification des risques, le coût de production, la mise en place des stratégies, le suivi des stratégies, puis aussi les mesures, savoir ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça a donné en bout de ligne, évidemment. Et après ça, pourquoi faire de l'autogestion, puis une brève conclusion qui va venir avec ça. La contrepartie, on entend souvent quand on va sur les marchés boursiers, on joue à la bourse ou on spécule, mais quand on fait de la contrepartie, c'est complètement l'inverse. C'est qu'on se sert des marchés boursiers pour justement éliminer nos risques de prix, nos risques de marché avec le marché à terme. Donc, on prend le contrôle de nos revenus ou de nos coûts, ce qu'on ne peut pas faire si on reste au prix du jour nécessairement. Donc, une stratégie qui serait parfaite, une stratégie de contrepartie parfaite égale un risque nul pour nos revenus ou pour nos coûts. Il faut voir ça, c'est comme j'ai mis une petite image d'un balancier, c'est que c'est toujours relié à nos quantités physiques. C'est-à-dire que si j'ai du maïs à bande, j'ai 1000 tonnes de maïs à bande, c'est sûr que je vais aller protéger. Si je veux protéger ces prix pour ces 1000 tonnes-là, je n'irai pas me positionner sur la bourse pour plus que ce que j'ai réellement à vendre, là. Si je dépasse ces quantités-là, c'est ce qu'on appelle la spéculation, c'est ce qu'on appelle jouer à la bourse. Là. Ça fait qu'on peut être très gagnant, mais on peut être très perdant à ce moment-là. Puis c'est pas ça qu'on veut en faisant ça, c'est complètement l'inverse. C'est de sécuriser les revenus, les marges de l'entreprise. Les outils disponibles présentement, ici au Québec, il y a des firmes de courtage. Il y a R.J. O'Brien, où c'est vraiment un courtier pour faire... R.J. O'Brien et la Banque Royale, où est-ce qu'on transige des contrats à terme à Chicago. Des options de vente, des options d'achat. Je sais que vous avez déjà entendu les termes put et call. Là. Le terme français, c'est option de vente, option d'achat. Eux autres, ils travaillent dans tout ce qui est commodité, de viande, devises, grains, tout est là-dedans. On a aussi, pour les producteurs de porc, les éleveurs de porc qui ont un service aussi qui appelle le GRM, où est-ce que c'est les éleveurs de porc qui font l'intermédiaire, je dirais, entre le courtier, entre le marché à terme et le producteur.
Donc, ça permet aux producteurs de prendre des quantités peut-être plus petites qu'ils pourraient faire avec le courtier. Puis c'est un outil qui est par période, là, 12 mois, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec le compte de courtage. Puis il n'y a pas de mise de fonds nécessaire non plus avec les éleveurs de porc. Et il y a un produit qui a été mis en service depuis 2 ans par la Banque nationale, là, les swaps, où est-ce que eux autres, ils travaillent, c'est collé beaucoup sur les valeurs à la bourse, mais c'est des produits qui sont transigés entre institutions financières, ce qui fait que ce n'est pas nécessairement transigé directement à Chicago, mais les prix sont calqués sur la bourse de Chicago, mais ça permet plus de souplesse dans les termes de volume de produits qu'on veut prendre. Et aussi dans les termes, on peut faire des trimestres, on peut faire des mois, des années, et non, ce qu'on ne peut pas faire nécessairement avec les contrats en terme. Dans les principaux risques en agriculture, on peut catégoriser nos risques en agriculture en 3 catégories. On a la météo, la maladie, puis le marché. Aujourd'hui, on va s'attaquer un petit peu plus à ce qu'on est capable de gérer, donc le marché. Dans le marché, on a trouvé 4 indicateurs qui allaient influencer le profit final de notre entreprise. C'est sûr qu'il va y avoir le prix des intrants. Dans le fond, on est producteur de porc. C'est bon pour les producteurs de lait aussi, les producteurs de grande culture, le discours qu'on va tenir aujourd'hui. Producteurs de porc, y en a-tu dans la salle? C'est 5 fois plus qu'à Québec, c'est bon. Et puis, les producteurs de grande culture uniquement? Puis de lait? OK, c'est bon. Fait que, c'est ça. Il y a le prix des intrants qui va faire varier notre profit final à la fin de l'année. Donc, maïs, soya, tourteau de soya, puis tous les ingrédients que vous allez rentrer dans vos moulées. Ensuite de ça, il y a votre prix de vente de porc qui va influencer votre revenu. Le prix de vente de vos grains aussi quand vous êtes producteur de grains. Puis le prix de vente du grain est fonction de 2 choses, la base et le contrat à terme. Donc, on vient de diviser le risque. Dans le fond, une autre contrainte dans la gestion du risque. On va aussi avoir le taux de change, parce que le taux de change va influencer directement le prix de soit ce qu'on va payer ou ce qu'on va vendre. Dans le cas du porc, on veut un taux de change qui est bas pour avoir un plus gros un prix de vente du porc qui est plus grand pour nous. Puis le plus grand danger pour gérer les risques, c'est nous-mêmes. Dans le fond, quand j'ai commencé à gérer mon risque en 2014, j'avais suivi une couple de cours avec GrainWiz, fait qu'on était... J'avais une bonne idée de ce qui était le marché à terme. Bien, je pensais avoir une bonne idée de ce qui était le marché à terme. Donc, je m'étais bâti des fichiers Excel. On a entendu parler un petit peu ce matin. Puis des fichiers Excel qu'il fallait que je fasse rouler en temps réel pour suivre mon coût de production. C'était énormément compliqué, puis ça prenait beaucoup de temps. Puis des fois, tu sais, le temps en agriculture, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours. Donc, je manquais d'efforts pour mettre là-dedans. J'avais une formation, mais elle n'était peut-être pas complète. Je manquais d'expérience. Je m'étais ouvert un compte de courtage. J'étais descendu à Montréal. Je me suis ouvert un compte de courtage. Le courtier dit oui, ça va bien aller. Donne-moi un chèque de 10 000, puis on va commencer à transiger des positions. OK. Je vais vous dire, 2011, j'avais fait des bons chèques. Là. On a fait le rachat de l'entreprise. On a bâti. On a ouvert un compte de courtage. Ça a été des gros investissements. Ensuite de ça, quand je prenais des positions, il n'y avait pas tout le temps un lien entre ma quantité physique et mon contrat à terme. Si je veux faire sauter Éric, je fais « Hey, Éric, j'ai vendu de la pièce. » Ça, Éric n'aime pas ça parce que ce n'est pas lié à mon secteur de production. Moi, il faut que j'achète des contrats de dollars quand je vais avoir une position qui est ouverte. C'est sûr que je vais le vendre si je veux le fermer, mais en position ouverte, il faut tout le temps que j'aille des contrats d'acheteurs. Puis, je manquais de temps pour suivre les marchés, fait que souvent, je pouvais manquer une fluctuation, je pouvais manquer des nouvelles fondamentales, des fondamentaux dans le marché. Donc, je ne suivais pas ma position, puis ça pouvait se traduire par une perte au final. Fait que, un jour, Benoît avait organisé une rencontre avec... c'était l'analyse de groupe porc, puis Éric était venu présenter, je n'étais pas là. Il vient me voir le lendemain, il dit « Mathieu, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu rencontres Éric Fournier. » Je dis « OK. » Fait qu'Éric, ça a été ma première blind date ever. Ça s'est super bien passé. Ça marche encore. Puis c'est ça marche encore. Ça va faire 3 ans qu'on travaille ensemble. Puis tout l'argent qu'il m'a fait investir à date, ça a été payant. Fait qu'on va vous montrer un peu comment on a commencé à travailler ensemble. Là. Oui. On en avait déjà parlé aujourd'hui. On ne peut pas parler de gestion sans parler de coût de production, mais c'est le même principe dans la gestion des marges. Si on va aller protéger un prix de vente de porc, puis si on ne sait pas combien ce qui nous coûte à produire, on a un problème, là, parce qu'on ne saura pas quand embarquer dans le marché ou débarquer, ou peu importe. Là. C'est la même chose dans le grain ou dans
haute production qu'on voudrait protéger. Puis c'est pas seulement bon pour faire de la gestion de marge, mais pour faire de la gestion tout court. Puis avec l'approche qu'on a, on fait un budget. C'est un budget qui est tenu à jour. C'est vraiment à jour avec le marché à terme. Là, c'est une photo de l'entreprise là, pour les 12 prochains mois aujourd'hui. Demain, bien, la photo peut être différente si les marchés ont beaucoup varié, mais ça nous permet de suivre l'évolution. Où est-ce qu'on s'en va pour les 12 prochains mois, peu importe ce qui arrive dans le marché. Après ça, bien, ça permet aussi de structurer la démarche. Là. Quand je disais tantôt, si on ne sait pas notre coût de production, on ne peut pas aller se protéger, mais ça permet de fixer des marges, ça veut dire des prix, des niveaux de prix où est-ce qu'on va entrer dans le marché pour commencer à protéger nos marges, pour se fixer des objectifs. Le budget, c'est un exemple de budget sur 12 mois. Là, je l'ai fait comme en 3 parties, parce que ça ne rentrait pas toutes. Les chiffres étaient trop petits pour rentrer dans une seule acétate. Donc, j'ai redivisé mon rapport, mais mon rapport de gestion de marge, il tient sur une seule page. On a toute l'information qu'on a besoin pour aller faire notre gestion de marge avec les marchés boursiers sur une seule page pour les 12 prochains mois. Donc, ici, c'est un exemple ici pour 2018. La première ligne en haut, on a le volume de part prévu. C'est sûr que c'est toujours des évaluations, mais ça, on peut le réajuster en cours de route. On a le prix du marché, le prix du port qu'on a là présentement, c'était le prix de la journée où est-ce que j'ai mis le rapport à jour. C'était vraiment les marchés à terme. Qu'est-ce que ça nous donne en dollars canadiens, le prix du port? Parce que dans le port, pour ceux qui connaissent moins, on est vraiment basé sur la référence américaine. Ça veut dire que c'est le prix américain qui est transféré en dollars canadiens, puis les producteurs de port sont payés sur ce prix-là. Donc, c'est extrêmement facile pour nous d'aller se coller à la bourse de Chicago avec un prix américain, puis ramener ça ici en Québec. Après ça, on a le prix des intrants. Le prix des intrants qu'il y a là, maïs, soya, bien, c'est du tourteau de soya, je tiens à spécifier. C'est du tourteau qui rentre dans les recettes. Là. Quand on parle de soya, souvent, c'est automatiquement ça, le réflexe qu'on a, c'est du tourteau de soya. De la drèche, il y a d'autres ingrédients aussi qui sont là. C'est les principaux, puis c'est les coûts qui sont... Si Mathieu a décidé de se prendre des contrats, qui a fermé déjà des prix pour des livraisons de juillet 2018, on sait qu'il va payer son maïs 205 livrés à la ferme. Ben, à ce moment-là, moi, il est rentré dans mon système à 205 livrés à la ferme. S'il en avait juste fait 50 de ce qu'il avait de besoin sur ce mois-là, ben, le reste, il est calculé au prix du jour, puis on calcule son coût d'alimentation en fonction de ces coûts-là. La partie du bas, bien, c'est vraiment la partie budget. Le prix de vente, c'est en fonction des prix de porc qu'on avait en haut. Puis en fonction de c'est vraiment par porc et non par 100 kilos, parce que par 100 kilos, ça devient des fois, on est obligé de le retraduire quand même pour savoir le coût par porc. Donc, avec les années, j'ai décidé de travailler en coût par porc. Fait que le producteur a exactement son chiffre. S'il envoie un porc à l'abattoir, bien, c'est le chèque qu'il va recevoir. Donc, c'est les revenus qu'on a là. Les autres revenus, évidemment, bien, c'est mis à jour une fois par année, là, le coût de production. C'est les autres revenus qu'on partage sur les 12 mois. C'est pour ça que le chiffre ne varie pas dans le temps. Après ça, l'achat de porcelet, dans son cas, c'est un naisseur-finisseur. Mais moi, je voulais avoir juste un programme qui gère tous les types d'entreprises, naisseur-finisseur ou finisseur. Donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je prends son coût de maternité. Tous les coûts reliés à la maternité pouponnière sont inclus dans ce que j'appelle mon achat de porcelet. C'est ce qui nous donne un coût de porcelet là, qu'on voit varier un peu dans le temps. Les variations dans le temps, bien évidemment, c'est le coût d'alimentation des truies et des porcelets qui vient faire varier notre achat de porcelet, mais les variations ne sont pas tellement grandes. Ensuite de ça, c'est le coût d'alimentation pour les 12 prochains mois. Dans ce cas-là, ça donnait une moyenne de 84 et 51. Fait qu'on sait que si on fermait tous nos prix à matin, bien, on aurait un coût d'alimentation de 84 et 51 pour les 12 prochains mois. Et ensuite de ça, tout ce qui est autres frais pour l'engraissement, les charges fixes, électricité, chauffage, etc., qui sont dans le dernier 26 $ qu'on voit là. Ça nous permet de calculer un bénéfice net, mois par mois, en fonction du marché qu'on avait la journée qu'on le met à jour. La ligne en bleu, ce que j'appelle contrepartie, ça, c'est les gains qui ont été faits. Les gains ou les pertes, dans ce cas-là, c'est seulement des gains. Mais il y a des gains qui ont été faits sur chacun des mois à la bourse que je viens ajouter à mon bénéfice net anticipé. Donc, à ce moment-là, si vous regardez la dernière colonne, décembre 2018, on voyait qu'on avait une perte de 7,35 qui est anticipée selon le marché à terme qu'on avait là. Mais avec les gains qu'on a faits sur le marché boursier de 7,82, puis ça nous a permis de faire passer la marge en positif plutôt qu'en négatif. C'est pour ça que j'ai inclus ce chiffre-là. Puis les gains qui sont là, ce n'est pas des gains fictifs qui sont encore dans le compte de courtage, c'est réellement ce qui a été renversé. On a encore d'autres positions qui courent dans le compte de courtage, peut-être sur ces périodes-là, mais ça, c'est les gains qui sont réellement réalisés, là, qu'on a retiré nos positions du compte de courtage. Ça, c'est mon... Éric me l'envoie à toutes les semaines. Là. Ça, c'est vraiment mon graphique préféré parce que je suis capable de suivre mon entreprise là, vraiment en temps réel. Si je décide que j'appelle Agrimarché ou Coop pour avoir un prix de maïs, bien, je sais si ça va fitter ou si ça ne fit pas dans tous mes bookings. Puis on peut le faire aussi avec la bourse, avec les bases. Puis qu'est-ce qui est plaisant à voir? Moi, j'aime bien ça, voir le rouge dans mon graphique, où est-ce qu'il va se situer. Parce que s'il y a quelque chose que j'aime pas, moi, c'est perdre de l'argent. En production porcine, là, il y a tout le temps des mois qu'on a bien de la misère. Là. Novembre, décembre, janvier, février, avril. C'est tout le temps des mois qui peuvent être plus difficiles, tandis que les mois d'été, vous le voyez ici, là, le profit il est beaucoup plus élevé que
que dans ces zones-là. Ça, c'est sûr que janvier, février, cette année, ils ont vraiment été bons pour les producteurs de porc. Là, on a été gâtés. Mais si on est capable de travailler comme il le faut dans ces zones-là pour ne pas venir perdre le profit qu'on a fait durant l'été, là, on va être gagnant. Puis, une autre chose qui est le fun, je vous ai dit, je n'avais pas d'outils de suivi pour suivre toutes les positions que je prenais et que je fermais à la bourse. Un compte de courtage, c'est vraiment dur à suivre, surtout avec les options. Puis, les options, des fois, qui ne sont pas ouvertes, que tu as acheté un tel prix, que tu vas revendre un tel prix, c'est compliqué à suivre. Mais avec cet outil-là, puis un autre outil qu'Éric me fournit à tous les lundis, bien, je vois dans le fond où est situé le profit et où est située la perte là, dans mon compte de courtage. C'est vraiment des outils qui sont faciles à suivre. Une fois qu'on a établi notre coût de production, bien là, à ce moment-là, c'est d'établir notre stratégie pour aller justement se positionner sur le marché boursier. On a souvent des discussions. On a des discussions, moi et Mathieu et mes autres clients, là, quand il vient le temps de prendre des positions. On se fixe des objectifs. On établit les seuils de déclenchement, ce que je vais vous montrer dans la prochaine partie, de ce qui restait là, de mon tableau que je vous disais qui tenait sur une page. Je fais des recommandations. Puis ce qui est important là-dedans, c'est que c'est Mathieu. Moi, je peux recommander à Mathieu de se positionner aujourd'hui à un prix X, mais si Mathieu il décide que c'est pas ça ou que c'est toujours lui qui a le dernier mot là-dedans, qui a la décision finale. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'il comprenne très, très bien la position qu'il vient de prendre. S'il prend une position qu'il n'a pas compris, il y a des chances que si ça ne va pas dans le sens qu'il voulait, on ne gardera pas une bonne relation. Fait que je prends toujours le temps d'expliquer exactement c'est quoi les risques si on prend un contrat X. Qu'est-ce qui peut se passer si le marché monte, si le marché descend, c'est quoi les risques qu'il y a là-dedans. Puis je m'assure que Mathieu a très, très bien compris la position qui a été prise sur le marché boursier avant qu'il apprenne. Ce qui est plaisant là-dedans, c'est que quand je me couche le soir, je ne me casse pas la tête. Ah, j'ai une position ouverte sur le dollar canadien, puis là, le marché vient de fluctuer de telle manière. Moi, j'étais à moins 2500 dans mon compte de courtage. Qu'est-ce qui se passe? Une perte dans un compte de courtage, c'est pas grave si le hedging a été bien fait. Par exemple, si je ferme mon port au mois de juin à 82 cents avec une pièce qui est à 79 cents, ça va nous faire un port autour de 2,10, 2,12 à peu près. Moi, un port qui est vendu à 210, 212 pièces, ça représente 20, 25, 30 pièces de profit. J'ai fait de l'argent, je vais me coucher le soir, je vais être heureux. Oui, j'aurais peut-être pas fait 40, 42, 43 $, mais je sais que je me couche, puis le lendemain matin, mon entreprise elle va être vivante, il n'y aura pas de problème, pas de souci d'équité. Je suis protégé. C'est le petit tableau où est-ce qu'on établit nos stratégies. Je travaille avec la moyenne 5 ans comme indicateur. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ce chiffre-là qu'on prend pour établir nos déclenchements, mais ça donne quand même une bonne idée. Quand je dis moyenne 5 ans, c'est que je prends le prix moyen des 5 dernières années au Québec qui a été payé réellement aux éleveurs, que je viens soustraire le coût de production qu'on a prévu, par exemple, en janvier 2018 avec le revenu qui était des 5 dernières années. Dans ce cas-là, ça aurait laissé une marge de 10 et 70. C'est le seuil de déclenchement que j'appelle. Ça veut dire qu'on va essayer, quand on va aller se positionner sur la bourse, dans ce cas-là, ça peut être une infinité de possibilités, mais dans ce cas-là, quand on réussit à faire mieux que la moyenne des 5 dernières années, bien, ça nous dit qu'on commence à aller protéger les prix. Ça veut dire qu'on va avoir une marge meilleure que ce qu'on a eu en moyenne dans les 5 dernières années si on fait ça à ce moment-là. La marge minimum requise, c'est ce que je veux juste regarder, les chiffres sont assez semblables, la deuxième ligne et la première, parce que je suis allé me coller sur la moyenne 5 ans. C'est-à-dire que la marge minimum requise, bien, je dis en janvier, ça nous prend 10 piastres de bénéfice pour prendre une position sur le marché boursier. Si on n'a pas ce 10 piastres-là, on ne bouge pas. Quand le 10 piastres est atteint, on prend une première tranche. Et puis après ça, l'écart entre les tranches, ça veut dire que quand on a pris un contrat, si on a 5 contrats à prendre dans un mois, bien, c'est sûr qu'on ne les prend pas les... En tout cas, moi, je ne travaille pas comme ça. Je ne prendrai pas les 5 contrats sur mon 10 piastres. Si des fois, ça monte à 12,5, bien, je me laisse de la place pour aller rechercher le 12,5, le 15, etc. Dans ce cas-là, si vous regardez sur janvier, on avait mis une marge de 2,50 $. Ça veut dire qu'à chaque 2,50 $ que le marché va monter, on va aller reprendre un nouveau contrat pour aller protéger les prix plus hauts, ce qui fait monter notre moyenne de prix. Et puis, par la suite, bien, les tranches, dans ce cas-là, Mathieu travaille avec un compte de courtage. Un compte de courtage, bien, c'est 40 000 livres, donc 18 144 kilos. Si on ramène ça à nos poids ici, ça veut dire que ça représente environ 175 porcs là, vendus à l'abattoir si on vend à 105 kilos. Donc, c'est des tranches. À chaque fois qu'on prend un contrat à terme à la bourse, on protège un volume de 175 porcs dans son cas. La ligne en bleu, bien, c'est mon prix de déclenchement. C'est mon coût de production plus mon 10 $ qui me donne mon 178 et 64 là, si on reste dans la première colonne.
Et ensuite de ça, je viens établir mon marché à terme. Quand je vous disais que je prends le marché du jour, vous voyez le taux de change. La journée où j'ai mis le tableau à jour, vous pouvez voir que ce n'était pas hier parce que le taux de change était à 81,20 là. On est plutôt autour de 79 présentement, mais ça a été fait à la mi-janvier pour vous dire que les marchés, des fois, changent vite, là. Mais ça a un gros impact, le taux de change, sur notre prix de part qu'on va protéger. Et je prends la valeur à Chicago. Ça veut dire que notre contrat qui protégeait janvier, qui est février là, sur Chicago, il était à 72 cents et demi. Que je fais la conversion pour ramener ça en prix Québec. Ça veut dire que la journée où j'ai fait ça, je pouvais me vendre des cochons en janvier à 186 $. Et après ça, c'est les couvertures recommandées. C'est purement mathématique. Mon logiciel, il tient compte des paramètres qu'on y a rentrés. Puis à ce moment-là, lui, il calcule les volumes qu'on doit aller protéger sur chacun des mois. Vous voyez les pourcentages apparaître. En février, on avait 27, en mars, 46, en avril, 70, etc. pour une moyenne de 18 %. Ça veut dire qu'on devrait avoir un cochon sur 5 pour les 12 prochains mois dont son prix serait protégé si on respecte les paramètres qu'on avait mis dans notre modèle. La dernière, peux-tu juste revenir? Puis la dernière ligne aussi en bas, c'est les volumes qui sont déjà faits. Ça veut dire que moi, je peux te recommander 50 %, mais si tu en as déjà 100 % de protégé, à ce moment-là, je vais dire, on est déjà protégé, donc on ne le fera pas. Parce qu'on l'a répété à plusieurs fois, il ne faut jamais dépasser notre volume physique. Fait que si j'ai 5 contrats à prendre, j'en prendrai pas 6 ou 7 parce que je vais dépasser mon volume physique. Puis si j'ai des pertes dans mon compte de courtage à ce moment-là, ce n'est pas mes parts qui vont venir me les compenser, je n'aurai rien pour venir m'accoter. On peut expliquer, Éric, pourquoi qu'on a, au mois d'avril, 111 points de il fait de la broue, il ne dit pas plus que 100, puis on est à 111. Non, c'est pas ça. C'est juste le 175 parts. Avec le volume qu'il y avait à protéger, à un moment donné, on est allé chercher le 100 % de ce qu'on pouvait. Donc, la petite différence entre le 175 sur le dernier contrat, autrement dit, il déborde un petit peu pour aller chercher vraiment notre 100 % parce que le marché était super intéressant là, sur ces périodes-là. Fait qu'on a protégé tout ce qu'on pouvait protéger, là. Mais je n'irai pas au-delà de ça. Il n'y aura pas de volume qui vont s'ajouter après ça. C'est juste l'effet du volume de contrat là, qui fait qu'on est à 111. Puis souvent, depuis qu'on travaille ensemble, là, les mois qu'on a moins de profit à faire, on va avoir une tendance à aller protéger une plus grande partie de nos parts. Puis les mois d'été où c'est qu'on fait du profit, souvent, on va laisser aller là, la couverture puis on va laisser monter le profit s'il y a lieu. C'est ce que c'est. Si on ne le back pas, on va faire de l'argent pareil. Fait que, pas prendre de décision, c'est prendre une décision aussi. Là. Pas se couvrir, c'est avoir pris la décision de laisser courir le marché. Pas se couvrir, moi j'appelle ça, c'est une autre forme de spéculation. C'est qu'on pense que le marché va peut-être être encore meilleur que ce qu'on serait capable de faire ces marchés à terme. Donc, même j'appelle ça, c'est pour ça que j'appelle ça une forme de spéculation quand on sait qu'on a des outils qui sont à notre disponibilité pour aller protéger les prix quand ça passe. Le graphique ici, c'est essentiellement les mêmes informations qu'on avait dans le tableau précédent, mais c'est plus visuel. Pour certains, ça parle plus que des chiffres. C'est exactement les mêmes informations. Vous avez les pointillés noirs qui n'apparaissaient pas dans l'autre tableau. C'est les hauts et les bas des 5 dernières années. Ça veut dire le prix le plus élevé et le prix le plus bas. Fait que ça permet de situer où est-ce qu'on est matin par rapport aux 5 dernières années là, dans les marchés à terme. La ligne en rouge, c'était effectivement les marchés à terme, là, la journée où est-ce que le graphique a été mis à jour. Ça veut dire que c'est des prix de Chicago transférant dollars canadiens dans ce cas-là qui nous donne la ligne en rouge. Et tantôt, quand je vous disais que notre déclencheur était collé sur la moyenne 5 ans, la ligne orange, c'était notre moyenne 5 ans, puis notre pointillé vert, c'est notre déclencheur. Fait que vous voyez qu'on a vraiment suivi la moyenne 5 ans pour déclencher. Ce que ça veut dire, vous voyez les colonnes bleues en bas, c'est les volumes qu'on voyait tantôt. Ça veut dire que quand la ligne rouge passe au-dessus de la ligne verte, il y a des colonnes bleues qui apparaissent pour dire, faut que tu te protèges parce que tu es en haut de tes objectifs que tu t'étais fixés. Donc, il n'y a aucune anticipation du marché. On n'essaye pas de battre le marché, on n'essaye pas de dire le marché va aller où. Non, on va attendre. C'est vraiment mathématique. On s'en va. Puis quand on se fixe des objectifs, puis quand les objectifs sont atteints, on fait ce qu'on était supposé faire. Une fois qu'on a pris nos positions, vous savez que les marchés à terme, c'est vivant, hein, ça bouge. On a vu tantôt, je parlais du taux de change qui était rendu à 81, puis là, présentement, il était à 79. Ça bouge vite parfois. Donc, oui, il faut suivre les positions qu'on a prises. Puis le courtier, ça peut arriver aussi qu'il nous appelle parce qu'on appelle de marge. On a un appel de marge. On a vendu du cochon à 80 cents. Puis là, le contrat continue à monter, tu as 85 cents. Le courtier va vous appeler. Il dit, il faut que tu m'envoies le 5 cents qui manque. Pourquoi? Si tu n'as pas suivi ce que tu avais dans ton compte, tu vas peut-être poser des questions. C'est pour ça qu'il faut que tu suives quand même ce qui se passe dans ton compte. Puis, ça nous permet de se réajuster. Si on se fixe des objectifs d'une pièce à livre en décembre, il y a des fortes chances qu'on n'en fasse pas souvent. Là, c'est un cas extrême, là, mais ça pour vous dire que des fois, si le marché, on pensait qu'elle allait être à un niveau X, puis finalement, il n'est pas arrivé à ce niveau-là, peut-être qu'il a réajusté nos stratégies, rabaisser nos cibles, c'est pas de mauvaise idée. Ça ne veut pas dire qu'on va faire nécessairement des mauvais marchés, mais qu'on s'est réajusté en fonction du marché
surtout sur le taux de change là, cette année. C'est surtout là où les cibles sont très mouvantes. Concrètement, là, dans le suivi des stratégies, ce que ça implique, c'est que moi et Eric, on rentre en communication environ une fois par semaine. Là, on va se parler au téléphone, puis on va se jaser une dizaine de minutes, puis tous les lundis, puis on va jaser du marché. Puis tous les lundis matin, ce que Eric fait, c'est qu'il m'envoie un petit courriel, puis dans ces courriels, dans le fond, j'ai tout mon suivi de mes positions, puis il me dit à surveiller cette semaine. Comme la semaine passée, c'était de surveiller pour prendre des achats de dollars canadiens, 79 cents, 78 cents et demi. Fait que là, après ça, je rappelle mon courtier, puis je place des ordres pour acheter le dollar canadien. Puis tantôt, le cellulaire a sonné. C'était le courtier. Fait que probablement qu'il y a une position, là, je ne sais pas c'est laquelle qui a passé, puisqu'on a du port puis du dollar qui travaille, mais probablement qu'il y a un dollar qui a passé peut-être à 78,5 ou dans ce coin-là, parce qu'il y avait une commande qui travaillait là-dessus. Puis c'est ça. Là, fait que dans le courriel à Eric, j'ai les points à surveiller. Cette semaine, c'était un point sur le soya pour vendre mon soya pour ma récolte, dans le fond, parce qu'on va travailler aussi en protection de revenus pour les cultures qu'on va exporter là, à la ferme. Je vous ai mis ici un exemple de contrat de port d'avril. De mémoire, c'est celui de 2015. Ça n'a pas tellement d'importance, c'est plus pour le principe. Vous voyez, le 16 juin, on avait atteint notre objectif. On s'était mis à 90 cents la livre. On prend une première position. Donc, on a appelé le courtier et on a vendu un contrat à 90 cents le 16 juin. À la fin du mois, on a reçu un appel du courtier. On avait un petit appel de marge de 800 $ sur notre contrat parce qu'on était rendu à 92, 93 cents la livre. On n'a pas paniqué. On dit on conserve notre position. D'abord, c'est du mois de juin, puis c'est du port qu'on va vendre en avril. Donc, on a encore du temps pour capter les variations de marché. Encore 2 semaines plus tard, à la mi-juillet, notre appel de marge qui était de 800 est rendu à 3000. C'est sûr que ça prend des liquidités pour supporter ces positions-là. Si on a une dizaine de contrats, le 3000 se transforme en 30 000. Mais ce n'est pas de l'argent qui est perdu. Quand on parle d'appel de marge, il y en a qui ont l'impression que c'est de l'argent qu'on vient de perdre. Ce n'est pas une perte à la bourse, c'est juste un montant qu'on laisse en garantie dans le compte de courtage parce que le courtier, à la fin de la journée, s'il veut fermer votre compte, il faut que les pertes soient là. Donc, c'est juste ça. C'est juste un montant qu'on laisse en garantie. Si le marché retourne de bord, à ce moment-là, l'argent pourra vous être retourné quand la position sera fermée. Et puis, dans ce cas-là, c'est pour ça que quand on a des appels de marge, c'est pas nécessairement de mauvaise nouvelle, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que si le prix reste à 95 cents jusqu'au mois d'avril, ça veut dire que mes parts, plutôt que les avoir vendus 90 cents, je vais les avoir vendus 95. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas de mauvaise nouvelle. Il y a une partie de mes parts qui vont être bookés à 90, mais le restant, il va être, ceux qui n'avaient pas été protégés, ils sont à 95 cents. Donc, j'ai fait plus d'argent que ma première position initialement, parce qu'à 90, j'étais content. Finalement, on les vend à 95. Donc, j'ai fait plus d'argent que je m'attendais. Donc, l'appel de marge du courtier, quand c'est fait vraiment en contrepartie, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'une mauvaise. Dans ce cas-là, on avait gardé notre position jusqu'à l'échéance, qui est la mi-avril de l'année suivante. Comme vous pouvez voir, ça peut changer vite. Le petit appel de marge de 3000, c'était rien. On a fait un gain de 10 800 sur la position avec un seul contrat. Donc, c'est important quand il y a un appel de marge de ne pas prendre panique puis d'aller prendre notre perte. Parce que si on avait pris notre perte de 3000, on n'aurait pas été protégé contre la baisse qui s'en venait à l'automne pour ces contrats-là. Donc, à ce moment-là, le prix a baissé. Puis encore une fois, je suis aussi heureux que le prix ait baissé parce que là, j'étais protégé. Donc, mon voisin qui n'a rien fait, lui, son porc, il a vendu 62 cents la livre. Moi, j'ai vendu mon porc 62 cents la livre, mais j'ai 10 800 $ de plus dans mes poches que lui. Donc, dans les deux situations, il n'y a pas de mauvaise situation. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut que ça soit absolument lié au physique. Ça ne peut pas juste être une position en bourse. Parce que dans ce cas-là, si on avait pris une position en bourse, on aurait rien. Dans ce cas-là, on était gagnant parce qu'on avait vendu et on avait racheté plus cher. Mais si on avait resté avec le 3000, qu'on aurait eu une perte, là, on n'avait pas de part à vendre si on avait spéculé. Donc, il n'y aurait rien qui aurait rabrayé notre 3000 $ qui aurait pu être perdu. Puis, qu'est-ce qui est plaisant avec ça aussi? C'est la gestion des liquidités. Au mois d'avril, j'aurais vendu mon port à perte, mais là, étant donné que, mettons, j'ai fermé 50 % de mes positions, on va avoir le contrat à terme va générer une liquidité, puis on est capable de la mettre directement dans le compte pour justement payer les comptes fournisseurs puis payer tout ce qui s'en vient. Tandis que si on fait une année qui peut être à perte, on a un système au Québec, là, l'ASRA, mais ça ne paye pas. Au mois d'avril, j'ai vendu 400 parts puis j'ai perdu tant de piastres du port. Le chèque ne rentrera pas tout de suite, il va rentrer soit avec les avances de fonds, soit au final de l'année. Donc, ça va être dur sur les liquidités de l'entreprise, tandis qu'avec mon contrat à terme, mais j'ai généré de l'argent, puis cet argent-là, je peux l'utiliser tout de suite pour mon roulement d'entreprise. Ça, c'est ce qui s'est passé dans mon compte avec... on avait des parts du mois d'avril, tantôt qu'on était overbooké là, à 111 %, ceux-là qu'on vous a expliqué.
Au 18 janvier, on était à moins 6 160 $ US. Là, on veut juste vous montrer que ça varie vite dans le temps. Au 5 février, j'étais rendu break-even. Et le 7 février, on a renversé les contrats. On a fait un profit de 8 128 $ US. C'est un profit qui a été réalisé, qui a été entré dans les tableaux qu'Éric comptabilise là, toutes les semaines. Mais la position d'avril 2018 au mois de novembre, elle a déjà été à plus que 14 000 $ aussi. Là. Fait que vous voyez, ça fluctue beaucoup dans le compte. Là. Une fois que nos stratégies sont prises, qu'on a renversé nos positions, ben, c'est toujours le fun de voir ce que ça a donné en bout de ligne. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça les mesures d'efficacité. Est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a travaillé pour rien ou est-ce qu'il a resté quelque chose à la fin de l'année? Donc, j'ai des tableaux pour ça, comme Mathieu vient de le dire. Là. J'ai des tableaux pour faire le suivi de tout ça. Où est-ce que les gains, les pertes là, du compte de courtage, qu'est-ce qu'on a fait dans l'année? J'ai divisé ça par chacun des produits, c'est-à-dire maïs, soya, peu importe, là, le dollar, puis c'est divisé par mois, donc il y a tout le détail. Puis sur le rapport que je lui envoie, là, il va avoir juste une année, mais sur le rapport que je lui envoie, là, c'est 3 années. Là. On a l'année précédente, on a l'année en cours, puis l'année qui vient. Où est-ce que tous les gains, les pertes sont faits? Parce que sur le marché boursier, on travaille souvent 12 mois d'avance. Soit cette année, on le verra tantôt, là, mais on a des gains super intéressants de fait. On a presque autant de gains de fait là, présentement pour l'année 2018 qu'on en a fait dans toute l'année 2017. Puis l'année commence. Là, donc c'est des gains qui avaient été faits en 2017 sur des contrats de 2018. Là. Fait que ça nous permet de travailler à l'avance puis prendre le contrôle. Quand on dit prendre le contrôle de nos revenus et de nos coûts, ben c'est ça. Quand les opportunités passent dans le marché à terme, ben ça nous permet de les capter puis d'aller faire des gains là, qu'on n'aurait pas nécessairement si on attendait toujours sur le physique là, pour les avoir. Là. Après ça, ben, il y avait l'effet de levier. Je vais revenir, j'ai un petit tableau pour ça. Puis l'historique aussi. D'une année à l'autre, ben, on prend de l'expérience, puis des positions qu'on prenait, ben, qu'on les prend différemment ou qu'on se réajuste. Donc, d'avoir un historique, de garder ce qu'on a fait, c'est très utile là, pour les prochaines stratégies qu'on va prendre. J'ai sorti des petites statistiques juste pour vous montrer le potentiel du marché à terme là, sur 3 ans, parce que je ne l'avais pas compilé avant. Là. Si vous regardez la première colonne, c'est les prix moyens payés au Québec en 2015, 2016 et 2017. C'est des prix réels, là, c'est des chiffres tirés du site des éleveurs de porc. Là. Si vous regardez 2015, le prix moyen était de 183,70. Le haut, la deuxième colonne, ce que j'appelle le haut, c'est le plus haut que le marché à terme est venu. Ça veut dire le prix plus cher. En moyenne, c'était sur chacun des mois que j'ai fait la moyenne des 12 mois pour le 2015, mais on aurait pu aller chercher un prix de 212 plutôt que 183 si on avait été capable d'aller faire un coup de circuit. J'appelle ça un coup de circuit, là, parce que c'est plus une valeur théorique que réelle, parce que d'aller miser toujours dans le plus haut, c'est quasi impossible, mais tout ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est pour montrer qu'il y a de la marge pour travailler. Là. Ce qui nous laissait un écart de 28. Ça veut dire qu'entre le marché à terme le plus haut, le prix le plus cher qu'on a eu à la bourse, versus le prix réel qui a été payé en moyenne en 2015, il y avait un écart de 28 $. Donc, il y avait de la place à aller travailler pour aller chercher une partie de ce 28-là. Puis, si vous regardez 2016, l'écart est encore plus grand, quasiment 32. Et 2017, vous voyez qu'on était à presque 16 $. Ça a réduit beaucoup, mais si vous regardez le prix de vente qu'on a eu au Québec, il est à 190. Ça signifie que cette année, l'année qui vient de se terminer pour 2017, l'ASRA, ça va être une cotisation nette. Il n'y aura aucune compensation d'ASRA. Donc, pour une année de coût de production, ça veut dire pour une année que les éleveurs de porc, normalement, qui rentrent dans le modèle d'ASRA, ont fait leur coût de production, on avait quand même un 16 $ de plus qu'on aurait pu aller chercher sur le marché à terme. Là. Donc, peu importe le marché, il y a toujours des opportunités qui nous permettent d'aller faire plus que ce que le marché du jour peut nous donner. La dernière colonne, je vous ai mis groupe, ce que j'appelle groupe, c'est mon groupe de clients. Les gains qui ont été réalisés là, dans les 3 dernières années là, sur le marché boursier, c'est pas sur le volume total, c'est sur le volume qui a été transigé, parce que je voulais avoir un comparatif avec les chiffres d'écart qu'il y avait là. Donc, on est allé chercher une partie de ce gain-là. Vous voyez, en 2015, il y avait 28. On est allé chercher un 6,68 de plus. Le 31, on est allé capter un 9 $ du 31 piastres qu'on avait. Puis, l'année passée, on est allé chercher un 7,75 sur le 15,79. Ça veut dire qu'on a capté l'année passée 50 % du maximum qu'on aurait pu faire. C'est en moyenne entre 25 et 30 % qu'on a fait. Encore un tableau que j'ai accès à toutes les semaines. Ça, c'est vraiment pour le suivi de toutes nos positions puis tout ce qui a été réalisé. J'étais un petit peu hésitant à le mettre dans la présentation au début, parce que je disais, c'est mes chiffres, puis en tout cas, on avait eu une bonne année, puis on va-tu le reproduire à chaque année?
présentait ça en avant, ça a l'air de quoi. Mais on voulait vraiment essayer de convaincre le plus de gens possible que faire sa mise en marché dans le port, parce que c'est vraiment ça qu'on fait aujourd'hui, là, qu'on vous présente, c'est vraiment intéressant, au même titre que d'essayer d'avoir un porcelet de plus par truie par année, de modifier, essayer de travailler sur notre conversion alimentaire. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher, à protéger notre porc puis nos grains. On le voit ici, là. Ça, c'est 2017. Oui. On a fait 42 150 $. Tu l'avais transféré en canadien? Non, celui-là est en US. En US? Bon. En US. Celui-là est en US, fait qu'on peut diviser par 0,8. C'est environ 50 000 $, 47 48 000 $ qu'on a fait cette année-là là, pour nous aider, dans le fond, sur les marchés à terme. Ça permet plusieurs choses sur l'entreprise. Ça permet d'engager une personne supplémentaire puis de justifier mon temps dans le bureau pour faire des choses comme ça. Parce que c'est pas tant de temps qu'on passe, moi et Éric, ensemble pour aller chercher un 42 000. Là. Grosso modo, ça va peut-être représenter 15 minutes avec Éric. Le courtier, mon courtier jase beaucoup, fait que une demi-heure. Puis on jase de bien d'autres choses en même temps. C'est un fan de football, fait qu'on parle de football puis plein de trucs. Grosso modo, 1 heure par semaine là, avec le cellulaire, l'application CME, qu'on suit les marchés. Un petit peu de lecture le soir, ça se fait super bien. Fait que 1 heure par semaine, 52 semaines par année, 42 000 $. En tout cas, c'est des investissements assez payants. Ça donne un bon taux horaire. Puis je tiens à spécifier, Éric n'est pas à commission. Malheureusement pour lui cette année, heureusement pour moi, ça a arrêté. Mais c'est vraiment ce qui est plaisant. Fait que quand Éric va me donner un conseil, c'est pas juste pour que je prenne une position qui puisse faire du profit sur la position, parce que c'est un vrai conseil délié. Là. On parlait du mois de février. Si on veut regarder, là, le rouge, c'est les pertes qu'on a faites. Là. Le mois de février, l'année passée, ça a été un excellent mois dans le port, même si j'ai moins 4 911 US de fête. Pour le mois de février l'année passée, dans le port au Québec, c'était des prix records. Là. Donc, c'est normal qu'on ait eu des pertes dans le compte de courtage parce qu'on s'était booké des prix moins élevés que le prix réel qu'on a eu. Donc, la perte qu'il y a là a été triplement compensée par le prix que les ports ont été réellement vendus. Là. Au final, là, je suis content. Là. Je suis vraiment heureux d'avoir fait une perte au mois de février pareil. Là. Puis dans un monde idéal, là, on pourrait toujours avoir une perte sur les marchés à terme, puis l'entreprise ferait de l'argent au final, avec un bon hedging. Si le hedging est mal fait, il n'est pas garanti sur des positions physiques, voir ça dans le rouge, ça serait la pire affaire au monde. Je parlais d'effet de levier tantôt. Ça ne prend pas nécessairement des gros montants investis pour aller se protéger. J'ai sorti quelques chiffres. C'est sûr que c'est des chiffres qui varient dans le temps. Là. Ça va en fonction de la volatilité des marchés puis de la valeur des contrats. Présentement, cet hiver, les marchés étaient calmes dans le grain, donc ça faisait des valeurs minimes. Là. Si vous regardez pour prendre un contrat de maïs, ça veut dire que si vous ouvrez un compte de courtage aujourd'hui, puis vous voulez acheter ou vendre un contrat de maïs, bien, le courtier va vous demander 500 $ US qu'il va falloir que vous déposiez dans le compte pour prendre votre contrat à terme. C'est un contrat à terme, c'est 5 000 boisseaux. Ça veut dire que c'est 127 tonnes métriques. Ça veut dire qu'on protège le prix de 127 tonnes métriques de maïs avec seulement 550 $ US. Donc, j'ai fait un petit calcul. Là, mettons à 3,75 du boisseau. Si on prend 5 000 boisseaux, ça veut dire que c'est une valeur de 18 750 US qu'on protège avec un petit montant minimum de 550. C'est vrai pour les autres produits. J'ai tout sorti des chiffres. Un 1300 pour le soya, un 1000 pour le tourteau. Je vais aller dans le port. On parlait tantôt de port. Le gros de la présentation était là-dessus. Avec un 1200 $, on protège un 40 000 livres. Ça veut dire à 75 cents la livre, c'est 30 000 $ US. Tout ce que le courtier va nous demander, c'est d'aller déposer 1200 US. C'est sûr que s'il y a des appels de marge, il va falloir les fournir, mais quand même, il y a un effet de levier très important. Avec un petit montant, on protège des gros montants. Grosso modo, dans le compte de courtage, là, les besoins pour une entreprise comme la nôtre, là, livrer un 8 000 porcs par année, là, avec 30-35 000 $, normalement, on réussit à faire une bonne job de couverture. Là. Le premier 10 000 au début, il a été plus dur à mettre, là, mais tranquillement, pas vite, on se rend compte que gérer le marché, c'est super intéressant. Donc, mettre de l'argent dans le compte, ça vaut la peine. Il faut l'expliquer à nos banquiers. Ça, c'est la tâche la plus importante. Quand j'ai commencé, j'ai eu mon premier appel de marge en 2014, au mois de février, sur des contrats du mois de juin. Le banquier ne trouvait pas nécessairement ça drôle parce que je n'avais pas les outils pour expliquer pourquoi j'avais fait ce move-là.
Maintenant, si j'ai un appel de marge demain matin de 55 000 $, puis même si ma marge de crédit de l'entreprise, mettons, elle s'en vient pleine parce que j'ai plein d'inventaire, je n'aurais pas de misère à aller voir mon banquier et dire « Hey, ça me prendrait un billet pour couvrir telle position. » Après ça, je vais y justifier en y amenant un tableau que je vais faire, je vais réaliser un profit pareil avec mes positions quand je vais livrer mes parts. Donc, ça justifie bien avec ça. Là. Puis j'ajouterais là-dessus que ça ne prend pas nécessairement 30 ou 40 000. Quelqu'un qui commence avec un 5 000 US, on est capable de se débrouiller. J'ai un exemple qui me vient d'un client. On a commencé avec un dépôt de 5 000 dans le compte de courtage, puis 3 ans plus tard, il y en a 35. Là. Donc là, maintenant, on est capable de prendre de plus en plus de positions, puis ça n'a pas nécessité nécessairement gros de liquidité pour commencer. Puis en même temps, ça permet de s'acclimater tranquillement, pas vite, là, pas embarquer avec 100 contrats là, quand on n'a jamais fait. Là, je pense que ce serait peut-être dur de commencer tranquillement. Là. Donc ça ne prend pas nécessairement des gros montants là, pour commencer. Pourquoi l'autogestion des risques? Premièrement, proactif face au marché au lieu de le subir. Comme Éric a dit, on va travailler 1 an, 12 mois d'avance, des fois on peut être 15 mois d'avance. Ça nous redonne un contrôle redonne un certain contrôle sur les coûts ou sur les revenus. Comme je vous expliquais tantôt avec la marge de crédit qui va fluctuer, c'est quand même intéressant. On va profiter à l'avance des opportunités sur le marché à terme. Exactement comme les parts du mois d'avril, l'exemple qu'on vous a démontré, on a caché un profit sur les parts du mois d'avril, puis on est au mois de février. Donc, c'est ça. L'argent est déjà dans mes poches, puis les cochons ne sont pas livrés encore. Puis c'était des contrats qu'on avait pris à l'automne, de mémoire, fin octobre, début novembre, qu'on a renversé au mois de février pour le mois d'avril. Éliminer le stress lié au marché. Demain matin, il y a une crise dans le port, les frontières ferment, on se ramasse avec là, j'exagère, là, mais on se ramasse avec un surplus canadien de porc, on ne sait pas où c'est le découlé, le prix tombe à terre. Je suis quand même protégé pour la portion que j'ai de porc que j'ai déjà de fermé me protège contre une baisse de revenus. Donc, je vais être mieux outillé que certaines personnes qui ne font pas leur mise en marché. Puis, peut-on vraiment s'en passer? Je ne penserais pas. Ça s'applique dans plusieurs domaines. On peut le faire dans le lait avec le prix des intrants. On n'a pas besoin de le faire encore pour le prix du lait parce que la gestion de l'offre fonctionne super bien. Mais aux États-Unis, c'est quelque chose qu'ils vont faire. Là, ils travaillent tous avec la gestion des risques. Il y a dans le lait, les Milk Marketing Board, il y a moyen de faire de quoi. Donc, moi, je ne m'en passerai plus. Chiffre à l'appui. Ça, c'est 2018. On est au fin février. Il y a 48 000 Canadiens cette fois. C'est le Canadien, ouais. Okay. Il y a 48 000 $ canadiens de fait. J'ai 6,23 par part de plus dans mes poches que dans le fond que la moyenne des producteurs là, pour l'année 2018. Puis on vient juste de commencer. Donc, en conclusion, on l'a pas mal fait, la conclusion. Là. Oui. Écoute, comme je disais à l'introduction, je reviens à ce que je disais, j'espère qu'on a su piquer votre curiosité pour vous poser des questions et essayer d'aller plus loin là-dedans. Merci beaucoup.